Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M, une émission autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Blaa Abdelwahab pour vous parler de diabète, de ses contre-indications. Est-ce que femmes et hommes sommes égales face à cette maladie? Le Dr Blaa Abdelwahab, il nous dira tout. Merci Dr Abdelwahab d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, maintenant en fait, c'est une maladie qui touche de plus en plus d'Algériens et on a tendance maintenant à se protéger, à éviter un certain régime alimentaire, à adopter un certain régime alimentaire, mais parfois on se trompe, on croit bien faire mais on se trompe. Donc on voudrait savoir, voilà, quels sont d'abord quels conseils pourraient nous donner pour déjà prévenir cette maladie? Donc le diabète, c'est une véritable épidémie, mondialement et en Algérie. En Algérie, c'est même une pandémie, c'est-à-dire que ça touche toute la société, du nord au sud, ça touche tout le monde, ça touche toutes les tranches d'âge. Donc déjà, il faut définir le diabète et ses deux types principaux. Donc le diabète, c'est un trouble de l'insulinorégulation. Mais le diabète est plutôt défini par la conséquence de ce trouble de l'insulinorégulation. Donc c'est une hyperglycémie. Donc pour dire qu'une personne est diabétique, on dose bien sûr une glycémie à jeun. Si elle est supérieure à 1,26 g par litre, à 2 reprises, après un jeûne de 8 heures, la personne est considérée comme étant diabétique. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'intolérance au glucose, le prédiabète. Donc le prédiabète, c'est une glycémie à jeun dans les bonnes conditions, après 8 heures de jeûne, qui est comprise entre 1,1 g et 1,26. Donc ces personnes-là sont considérées comme prédiabétiques. Elles ne sont pas diabétiques, mais elles auront tendance à le devenir ultérieurement avec le temps si les facteurs favorisants restent présents. Donc ces personnes-là, à mon sens, c'est les plus importantes. C'est chez elles que la prévention doit être mise en œuvre. Voilà. Donc pour le diabète, comme je disais tout à l'heure, c'est une véritable épidémie, surtout en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est développé, tout simplement. Donc on s'est développé et on a pris les mauvaises habitudes des Occidentaux. C'est-à-dire, on mange mal, on mange beaucoup. Donc c'est une alimentation qui est riche. Qu'est-ce que ça veut dire riche? C'est-à-dire hypercalorique, mais pauvre en nutriments. Donc c'est ça le problème. De plus, on est devenu sédentaire. Donc jadis, il y avait un modèle, c'était le chasseur-cueilleur. Donc l'Algérien, Zman, comme on dit, il cueillait, il labourait son champ, etc. Il travaillait avec ses mains. Mais actuellement, la tendance, elle s'est inversée. Donc on reste plutôt sédentaire. Donc c'est le travail au bureau, à la fac ou bien à l'école, on est tout le temps assis. Pour arriver à son travail, c'est 2 heures de... Voilà, exactement. Pour rentrer chez soi, c'est 2 heures en voiture, etc. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a une pandémie de diabète en Algérie. C'est-à-dire vraiment nos habitudes ont complètement changé. Oui. Voilà, nos habitudes ont complètement changé. Le mode de vie a changé. Et quels sont les symptômes alarmants? Les symptômes alarmants. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut définir les deux types de diabète. Le diabète type 1, jadis on l'appelait le diabète juvénile, c'était le diabète des jeunes. Donc, enfants, adolescents et jeunes adultes. Donc, ce diabète-là, il représente uniquement 10% de la population diabétique. Voilà. Donc, chez ces personnes-là, le diabète, il est parlant. Quand il survient, déjà il survient de façon brutale avec des signes qu'on appelle les signes cardinaux du diabète. Donc les signes cardinaux, ils sont dénombrés. On a 4 signes. Donc amaigrissement. Oui. Brutal, oui. Voilà. Polyurie. Donc la personne urine beaucoup. Polyphagie. La personne mange beaucoup. Et polydipsie. La personne boit beaucoup d'eau.
donc elle a tout le temps soif. Ces 4 signes-là doivent nous alerter. Des fois même, le diabète type 1 est déclaré de par une complication aiguë, qui est l'acidocétose. Donc c'est carrément un coma cétosique. Voilà. Par contre, pour le diabète type 2, comme il s'installe de façon insidieuse, c'est une dizaine d'années d'installation. Donc on passe par une période de prédiabète. Sans qu'on soit au courant finalement. On n'est voilà, pas du tout au courant, voilà, c'est latent. Après, on a le diabète méconnu, donc on est diabétique, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il n'y a pas des signes révélateurs qui sont vraiment parlants. Il n'y a pas les signes cardinaux, il n'y a pas l'amaigrissement, vu que le diabète type 2 survient plutôt chez des personnes en surpoids. En surpoids, exactement. Voilà. Et comme il s'installe de façon insidieuse, le corps s'habitue à l'hyperglycémie. Tout simplement, voilà. Et ce diabète méconnu peut durer jusqu'à une dizaine d'années. Il sera révélé de façon fortuite, des fois lors d'un bilan systématique, par exemple une visite d'embauche ou autre. Donc il n'est pas parlant. C'est ce qui fait le danger du diabète type 2. Et le diabète type 2, c'est 90% de la population diabétique. Oui. C'est le type 2 qui est le plus répandu. Et c'est le type 2 que l'on peut prévenir. Parce qu'il survient quand les facteurs favorisants s'installent. On a des facteurs favorisants modifiables et non modifiables. Non modifiables, c'est l'âge, donc avec le vieillissement, et aussi la génétique. Oui, les facteurs modifiables, c'est le surpoids et l'obésité, c'est l'alimentation qui est riche et la sédentarité. Voilà. Donc on peut, je ne vais pas dire remédier au diabète, mais on peut quand même essayer de le prévenir. Voilà. Et par rapport au... quand vous dites héréditaire, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui sont atteintes de diabète, qui ont du diabète dans la famille, ils devraient arrêter le sucre, ou bien prévenir, ou bien adopter des habitudes pour le prévenir? Parce qu'il y a beaucoup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles il y a un membre de la famille qui a le diabète, mais les autres ne font pas forcément attention. Ils se disent, bon, c'est... Donc voilà, on aimerait bien savoir comment ça... Donc, prévenir. Pour le diabète, il y a une part d'hérédité. Elle est présente surtout pour le diabète type 2. Donc pour le diabète type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est l'immunité elle-même de la personne qui attaque les cellules bêta de Langerhans au niveau du pancréas et s'installe une insulinopénie. Donc il n'y a plus d'insuline carrément. Voilà. Ce diabète type 1 n'est pas héréditaire. C'est-à-dire que la part de génétique, elle représente entre 0 et 15% uniquement. Donc si on a un parent qui présente un diabète type 1, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on pourrait avoir un diabète aussi. Par contre, le diabète type 2, il y a une forte part d'hérédité. Donc, à titre d'exemple, si on a un parent du premier degré, par exemple la mère qui est diabétique, on a 25% de chance de développer un diabète. Si les deux parents sont diabétiques, c'est 50%. Et ainsi de suite. Donc, pour le diabète type 2, chez ces personnes-là, qui présentent une part d'hérédité, qui ont un parent du premier degré dans la fratrie ou bien les parents qui présentent un diabète, chez ces personnes-là, le dépistage doit s'instaurer au-delà d'un certain âge. Et chez ces personnes-là, on doit faire ce qu'on appelle une éducation diabétique. Parce que si une personne présente un diabète, type 2 surtout, on se doit de prévenir les parents proches de l'éventualité de développer un diabète. Donc chez ces personnes-là, il y a des recommandations en matière de nutrition, alimentation plus saine et d'activité physique, entre autres. Voilà. Donc pour prévenir le diabète, c'est le type 2 qui est le plus ciblé. Et comment on fait le dépistage? On va chez le médecin, on le demande de faire des analyses. Comment ça se passe un dépistage? Déjà, normalement, on devrait compter sur les médias, je pense, parce que la population doit être informée. C'est vrai qu'on parle très souvent de diabète, mais on parle des diabétiques qui sont déjà malades. On ne parle pas de prévention. De prévention. La prévention, pour le dépistage, il y a des personnes cibles. Donc, si on est âgé de plus de 45 ans, on devrait peut-être se faire dépister. Si on a des facteurs favorisants à l'installation d'un diabète, donc comme je vous ai dit, un parent proche du premier degré qui est diabétique, si on est en surpoids, si franchement on est sédentaire, donc ces facteurs favorisants, on va probablement développer un diabète. Donc ces personnes-là, il faut qu'elles se fassent dépister.
Au moins une fois par vie. Oui, voilà. Au-delà de 45 ans. Oui. C'est-à-dire que sans passer par un médecin. Si j'ai 45 ans et je présente certains facteurs de risque, je me présente au niveau d'un labo et je fais une glycémie à jeun. Tout simplement. Les labos, c'est-à-dire pas besoin d'une prescription chez le médecin. Non, directement pas du de tout. routine, on va dire. On peut bien sûr passer par son médecin de famille pour... Et est-ce que c'est vrai que le diabète peut être déclenché suite à un choc émotionnel ? Alors, le choc émotionnel, c'est plutôt un facteur révélateur. C'est pas un facteur favorisant. C'est vrai qu'on a tendance à incriminer le stress et le côté émotionnel dans le déclenchement d'un diabète, mais c'est pas un facteur favorisant d'installation du diabète. C'est plutôt un facteur révélateur. C'est-à-dire, une personne qui présente un choc émotionnel, elle va se sentir mal, etc., et elle pourrait faire un bilan. Donc, si elle fait une glycémie à jeun, cette personne-là va trouver une hyperglycémie. Donc, peut-être même un diabète. Si la glycémie dépasse 1,26 grammes par litre. Mais le diabète était déjà là. Il était latent, en fait. Voilà, exactement. Le facteur émotionnel, le choc émotionnel a révélé le diabète. Il a poussé la personne à faire son bilan. Et qu'est-ce qui se passe concrètement pour que ça se déclenche ? C'est des hormones qui sont sécrétées, le stress sécrète des hormones ? Bon, le stress, ça provoque un discret dérèglement hormonal. C'est-à-dire quand on est stressé, on est amené à sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Et ces deux hormones sont des hormones hyperglycémiantes. Donc voilà, si on est en hyperglycémie, donc probablement on va... Tout à fait. C'est-à-dire si on est tout le temps stressé, on sécrète exactement les mêmes hormones. Exactement. Dans un certain moment du corps. Mais le stress n'est pas un facteur favorisant. C'est un facteur déclenchant ou plutôt un facteur révélateur. Donc la part du lion, c'est plus le surpoids et l'obésité. Donc le stress, il a une toute petite part pour le développement du diabète. Très bien. Et est-ce que les femmes et les hommes sont égaux face au diabète ? Ma réponse est oui et non. D'accord. Oui, pour ce qui concerne le diabète type 1. Donc pour le diabète type 1, la maladie touche de façon équitable, si je peux dire ça, hommes et femmes. Donc le sexe ratio est de 1. Donc il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. Par contre, pour le diabète type 2, il y a une discrète prédominance pour le genre masculin. Oui, donc les hommes sont plus sujets au diabète que les femmes. Et comment on explique ça ? C'est-à-dire, c'est par rapport à l'alimentation, par rapport aux habitudes ? C'est par rapport toujours aux facteurs favorisants. Donc quand on comprend ce que sont les facteurs favorisants, on peut comprendre bien sûr les causes pour lesquelles les hommes développent plus le diabète. Premièrement, en ce qui concerne l'obésité et le surpoids. Le surpoids est défini par l'IMC, indice de masse corporelle. Donc c'est le poids sur la taille au carré. Si l'IMC est supérieur à 25, on est en surpoids. S'il est supérieur à 30, on devient obèse. Voilà. Mais l'IMC, si j'ose dire, c'est un peu obsolète comme paramètre. Ce qui importe, c'est la répartition des graisses. Donc, la répartition des graisses, on a deux types d'obésité, ou bien deux types de surpoids. L'obésité gynoïde, l'obésité androïde. Donc, andro, c'est du latin, ça veut dire homme, et gyné, c'est femme. Voilà. Androïde, c'est une répartition des graisses au niveau de la partie supérieure du corps. Donc, c'est l'abdomen. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obésité abdominale, ou bien viscérale. Donc, ce type d'obésité, il est malsain, parce que les cellules graisseuses, ce qu'on appelle les adipocytes, sécrètent des substances qu'on appelle les adipokines, c'est des cytokines inflammatoires qui provoquent l'insulinorésistance, qui est le premier stade de développement du diabète. Donc, l'obésité androïde, donc chez les hommes, mais pas exclusivement, parce qu'il y a des femmes qui présentent une obésité androïde, c'est le facteur déclenchant de l'insulinorésistance. Voilà. Pour ce qui concerne l'obésité gynoïde, c'est une répartition plutôt basse au niveau du corps. Donc c'est hanches et cuisses surtout. Donc il n'y a pas une obésité viscérale. Donc les viscères ne sont pas entourés de graisse. Et cette graisse-là, elle est sous-cutanée. Elle sécrète moins d'adipokines. De graisse, d'adipokines. D'adipokines. Donc c'est les cellules adipocytaires, les cellules graisseuses, qui sécrètent des substances inflammatoires qui vont provoquer
l'insulino-résistance. Donc c'est la plus grande explication à la forte prévalence masculine. C'est l'obésité androïde. Donc l'obésité androïde provoque l'insulino-résistance. L'obésité gynoïde ne provoque pas l'insulino-résistance. Donc c'est la plus grosse différence. Mais par rapport aux habitudes de vie, en ce qui concerne l'alimentation, je pense que les femmes se nourrissent mieux que les hommes. Oui, elles ont normalement une alimentation plus saine, déjà, et elles sont plus actives. C'est-à-dire, elles ont leur activité professionnelle et elles ont leur activité à la maison. Donc, les enfants, déjà, c'est du sport. Voilà. Donc, c'est plus la femme qui s'occupe des enfants. Hélas, chez nous. Et est-ce que la pratique du sport peut prévenir justement la prévention alimentaire, plus la pratique du sport, peut prévenir l'apparition du diabète? C'est les deux armes anti-diabète. C'est les deux armes de prévention du diabète. L'alimentation et le sport. Une alimentation saine et le sport. Même quand on parle de sport, c'est toute activité physique, même sans aller jusqu'au sport, tout simplement. Activité physique, marcher. C'est-à-dire que, par exemple, pour les recommandations OMS, etc., les recommandations, c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. D'accord. Donc, c'est 30 minutes par jour, ou bien 20 minutes tous les jours pendant la semaine. Et quand on dit activité physique, c'est toute activité. Marche, jardinage, ménage, etc. Voilà. Donc même si on n'a pas le temps, c'est vrai que le mode de vie urbain ne permet pas de faire du sport tous les jours et tout. À midi, quand je prends ma pause déjeuner, si je marche 10 minutes pour aller manger dans un tel ou tel restaurant, donc 10 minutes aller, 10 minutes retour, ça me fait déjà 20 minutes d'activité physique. Tout à fait. Aujourd'hui, on a les moyens de calculer cette activité physique. Bon, tout le monde est équipé d'un smartphone. Il suffit d'installer, il suffit tout simplement d'installer une application podomètre. Donc le podomètre, c'est pour calculer le nombre de pas. Ça nous donne le nombre de pas, nombre de calories brûlées, etc. Donc on peut utiliser ça. Une simple marche quotidienne de 20 minutes jusqu'à 30 minutes est fortement conseillée. Mais on peut bien sûr faire du sport, tout simplement. Les recommandations, c'est 150 minutes par jour de sport aérobie, donc de sport d'endurance. Sport d'endurance, c'est ce qui est bénéfique pour le cœur et le système respiratoire. C'est ce qu'on appelle le cardio. Donc c'est marche, vélo, natation, etc. Ce qui est conseillé aussi, c'est de faire du sport contre-résistance, ce qu'on appelle le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire est fortement conseillé chez les personnes en surpoids et chez les personnes diabétiques. Pourquoi? Parce que quand on renforce ces muscles, on améliore l'insulino-résistance. C'est prouvé. Parce que l'insuline, si on parle un peu de physiopathologie, l'insuline, son rôle, c'est quoi? C'est tout simplement de bien sûr réguler la glycémie, mais de quelle manière? Elle a 3 cibles: le muscle, les cellules adipocytaires, donc la graisse, et le foie. Donc si le muscle est bien développé, il va consommer plus de glucose. Donc l'insuline, elle va mieux faire son travail. Il y aura moins d'insulino-résistance. Donc je conseille fortement aux gens de faire du renforcement musculaire. C'est pas la peine d'aller s'inscrire à une salle de sport ou autre, on peut faire ça chez soi. On installe une application, encore une fois, sport à la maison. Il y a des mouvements très simples, squat, pompe, etc., la planche. Gainage. Exactement, c'est du gainage. Et ça, c'est fortement conseillé pour les diabétiques et les personnes en prédiabète, qui ont les facteurs favorisant le développement du diabète. Et lorsqu'on parle d'alimentation, c'est vrai que le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, bon voilà, je fais attention à mon alimentation, j'ai des prédispositions, je fais attention à mon alimentation, je diminue le sucre. Par exemple, je prends des yaourts nature, je prends du miel à la place du sucre, je prends des fruits, des dattes, mais est-ce que c'est vraiment des bonnes astuces finalement ? Alors, il y a astuce et astuce. Voilà. Parce que l'information, elle est en libre circulation et son origine, si elle est avérée ou pas, on n'en est pas sûr. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut trouver n'importe quelle information concernant le diabète.
Elles peuvent être erronées comme elles peuvent être justes. À titre d'exemple, je vais parler de la notion de sucre rapide et sucre lent. Donc c'est la notion que tout le monde connaît. Sucre rapide, c'est nocif. Sucre lent, c'est plus ou moins acceptable. Mais c'est une solution obsolète, les sucres rapides et lents. Là, actuellement, on parle plus d'indice glycémique. Donc, chaque aliment a un pouvoir hyperglycémiant. À titre d'exemple, le pain blanc a un indice glycémique très élevé. C'est vrai que le pain est considéré comme étant un sucre lent. Je vais comparer ça à du chocolat. Le chocolat, normalement, c'est du sucre rapide. Oui. Mais si on compare les indices glycémiques, pain blanc, chocolat, il faut savoir que le pain blanc est à base d'amidon qui est facilement assimilable. Donc, il va provoquer une hyperglycémie brutale et rapide. Par contre, le chocolat a un indice glycémique plus bas, surtout s'il est à forte teneur en cacao, au-delà de 85%. Ah oui, il ne va pas provoquer d'hyperglycémie. Donc, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des idées préconçues, même voire si je peux me permettre, des légendes urbaines. Chocolat, c'est du sucre. Tout à fait. Pain, c'est du sucre lent. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Oui, effectivement. Voilà. Et pour les yaourts nature, pour les... Alors, pour les yaourts nature, il y a une notion. C'est ce qu'on appelle l'indice insulinique. C'est un nouvel indice qui est pris en considération par les nutritionnistes et certains médecins qui font le diabète. Je vais comparer encore une fois le chocolat au yaourt nature. Voilà. Le chocolat aura un indice glycémique un peu plus élevé que le yaourt nature, parce que le yaourt nature ne contient presque pas de sucre. Mais ils ont le même indice insulinique. C'est-à-dire qu'ils vont faire élever la glycémie de la même manière. Donc, ils vont même faire élever l'insuline de la même manière. Et même s'il est sans sucre. Hein. Même s'il est sans sucre. C'est ça c'est surprenant quand même. Voilà. On a l'impression de se protéger, finalement. On peut en manger, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il faut savoir quand et comment le manger. C'est-à-dire quand, à quel moment du repas et comment, la quantité surtout. Si on se permet de manger 2 yaourts nature le matin, à midi, on n'aura rien fait. Ah oui, on n'aura rien fait. Absolument, on n'aura rien fait. Et même il y a du sucre dans le lactose aussi. Oui, bien sûr. Ça, quand on parle de produits light, c'est des produits sans sucre ajouté, sans saccharose ajouté. Mais les produits contiennent déjà du sucre. Donc, yaourt et produits laitiers contiennent du lactose. Lactose, c'est un sucre. C'est un sucre. Voilà. Donc, il y a du sucre. Il faut se méfier des appellations light, sans sucre ajouté, etc. Complètement. C'est les ennemis du diabétique. Oui, c'est fou. Et par rapport, trouver des alternatives au lieu de sucrer avec du sucre, on utilise soit du fructose, du sucre de fructose, soit du miel. Ou bien du miel de date. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ce qui concerne le miel, il y a des miels à faible indice glycémique. C'est vrai qu'on peut les conseiller à la place du sucre. Le miel d'acacia, à titre d'exemple. Voilà. Il a un indice glycémique assez bas, mais il ne faut pas en abuser. Parce que le goût... Bon, pour le diabétique, ce qui est difficile, c'est de se séparer de ce goût sucré. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'au début, on a tendance à conseiller aux patients de sucrer son alimentation, par exemple le café, avec ce qu'on appelle la saccharine, aspartame, stevia, etc. Voilà. Ces produits-là, la communauté scientifique est un peu partagée. Donc, est-ce que c'est nocif ou pas? Par exemple, l'aspartame, si on en abuse, il serait neurotoxique. On n'en est pas sûr. Oui, c'est des... Donc, au début, chez un diabétique, on peut lui conseiller de supprimer le sucre et de le remplacer par les sucrètes, l'aspartame ou bien de la stevia. Mais petit à petit, ce que cette personne devrait faire, c'est de se sevrer du goût sucré. C'est-à-dire que, par exemple, un café noir, les Algériens consomment beaucoup de café noir, surtout le matin, c'est 2-3 cuillères à café de sucre. Voilà. Oui, alors qu'on pourrait s'habituer au goût amer du café. Mais comme vous dites, c'est un sevrage. Exactement. C'est de diminuer graduellement. Oui, c'est une véritable... Il y a une véritable addiction au sucre. Au sucre, oui. Parce que même l'industrie agroalimentaire a fait en sorte
de sursucrer, oui, si je peux me permettre de dire ça, les produits. Donc on est addict. Le goût sucré est partout. Confiserie, chocolat, etc. Vous savez, il y a même des grandes marques installées en Algérie qui proposent des yaourts. Il y a des produits spécialement conçus pour le palais algérien. C'est un yaourt très sucré, plus que la norme. Donc c'est vrai que les industriels, on mange beaucoup de sucre, effectivement. On a pris des habitudes de vie entre guillemets malsaines. Oui. À midi, c'est tout le monde qui mange dehors. Donc au lieu d'emporter son déjeuner de chez soi, quelque chose d'équilibré, on mange dehors, donc c'est pizza, burger, etc. Alors que c'est des calories vides. Donc on se retrouve à manger 1000 à 1500 calories, des produits donc hyper caloriques, mais qui sont vides de nutriments. On mange mal. Franchement, là, on mange mal. C'est-à-dire qu'il y a une certaine population qui s'est développée mondialement, c'est les obèses malnutris. Donc, ils sont obèses, il y a beaucoup de gras, mais ils présentent des hypocalcémies, hypocalémies, etc. Ils sont malnutris. Et on est en train de même le taux d'obésité est en train d'augmenter. Hein. C'est en train vraiment d'augmenter. Et comme on avait discuté avant l'émission, c'est vrai, il y a des alternatives. Par exemple, au lieu d'aller manger un hamburger ou un shawarma, comme on dit, mieux vaut, par exemple, voir avec un traiteur. Exactement. Un traiteur, il pourrait nous préparer un plat, et bizarrement, c'est pas aussi cher que ça. C'est 300 dinars, 400 dinars, c'est l'équivalent d'un cheese, d'un coca. Exactement. Donc en fait, voilà, il y a des alternatives qu'on a tendance à ne pas prendre en considération, alors que. Et c'est pas des traiteurs qui manquent en plus. Hein. Il y a des alternatives. Bon, je propose aussi l'idée, c'est vrai, quand on est à l'extérieur, comme vous m'avez dit tout à l'heure, mieux vaut aller dans des petites gargotes où on vous propose des haricots, tout ce qui est sain finalement, des soupes maison. Exactement. Ou bien comme on dit, le sandwich idéal pour sans pain. Bon, parce que le pain, on a bien compris, mieux vaut. Donc voilà, il y a des petites alternatives. Et aussi par rapport aux dates. Est-ce que ça remplace... les dates, il paraît que c'est très sucré. Hein. Donc, est-ce qu'on peut tricher un petit peu avec les dates quand on a des prédispositions au diabète ? Alors, en matière de nutrition, je vous ai parlé de l'indice glycémique. Par exemple, quand on mange son repas de midi, ce qui est conseillé actuellement, c'est de prendre des repas mixtes. Qu'est-ce qu'on entend par repas mixte ? C'est un repas qui contient les 3 macronutriments, donc protéines, lipides et sucres, glucides. Si on mange un repas exclusivement glucidique, c'est une catastrophe. Parce que, je parle toujours de l'indice glycémique, il y aura une hyperglycémie rapide, brutale, très élevée. Donc la réponse est une hyperinsulinémie réactionnelle qui sera exagérée. Donc là, c'est tout un problème, que ce soit pour le diabétique ou bien une personne non diabétique. Ce qui est conseillé donc, c'est de prendre un repas mixte, donc protéines, lipides et glucides. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la vitesse d'absorption des glucides sera ralentie. C'est le même principe des embouteillages. Donc s'il y a un bouchon sur la route, un camion et une grosse cylindrée avancent à la même vitesse. Donc quand on prend un repas équilibré qui contient les 3 macronutriments, on a moins tendance à faire de l'hyperglycémie rapide réactionnelle. Donc pour revenir à votre question, si on prend des dates, on ne peut pas prendre 3 dates par exemple à jeun ou bien avant le repas. On peut en prendre, mais lors du repas. Donc, c'est vrai que ça va provoquer une hyperglycémie, mais elle sera ralentie par la prise de protéines et de lipides. Ce qui est conseillé aussi, c'est de commencer son repas avec des fibres. Donc, l'entrée, c'est une salade. Chez nous, l'Algérien, la salade, c'est une sortie. C'est vrai, en fin de repas. Vrai, effectivement. Par contre, si on prend une salade variée, surtout à base de laitue, ceci contient beaucoup de fibres. Donc, les recommandations actuelles en matière de nutrition nous disent de prendre plus de fibres, environ 30 grammes par jour, ou bien 15 grammes par 1000 calories. Ces fibres-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont ralentir l'absorption de glucose, des glucides. Par quel mécanisme ? Elles vont se gorger d'eau. Il faut savoir que c'est des glucides. Les fibres, c'est des glucides
non digestibles ou difficilement digestibles, parce qu'on a des fibres solubles et insolubles. L'essentiel, c'est qu'elles vont se gorger d'eau et faire comme une sorte de gel au niveau de l'intestin. Donc elles vont ralentir l'absorption de glucose. Ce qui fait qu'on n'aura pas l'hyperglycémie réactionnelle. Tout à fait. Voilà. Très bien. Et il y a aussi, bon voilà, on le lit aussi dans les médias. Il paraît que les flocons d'avoine et les cannelles, en fait les infusions de cannelle ont tendance à réguler un petit peu la glycémie dans le sang. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Pour ce qui est de la phytothérapie, il y a eu des études par rapport à la cannelle, par rapport par exemple au ginseng. C'est des produits qui ralentissent l'absorption de sucre. Parce qu'elles contiennent, surtout la cannelle, tout simplement beaucoup de fibres. D'accord. C'est la même chose pour ce qui est de l'avoine. Bon, le son d'avoine et flocons d'avoine. Oui. Le son d'avoine est meilleur pour la santé. Tout à fait. Les flocons d'avoine contiennent moins de fibres. Mais c'est ce qui est disponible dans le commerce. Mais comme ça contient beaucoup de fibres, donc c'est conseillé le matin, au petit déjeuner. Ça pourrait remplacer la biscotte, le morceau de pain, etc. Pardon, les flocons d'avoine contiennent moins de... Donc l'indice glycémique est plus bas, il est modéré. Il ne faut pas exagérer, bien sûr. Il ne faut pas en prendre au-delà de 30 grammes. Mais c'est conseillé chez le diabétique. Très bien, parfait. Maintenant, pour revenir à la femme, est-ce qu'elle est plus sujette au diabète à partir d'un certain âge, c'est-à-dire à partir de la ménopause, et pendant la grossesse, est-ce que ça crée un déséquilibre par rapport aux hommes? Oui. Voilà, c'est ça. La réponse est oui. Oui. Donc, dans la vie d'une femme, il y a des phénomènes qui sont la grossesse, la ménopause, etc. Pour ce qui est de la grossesse, c'est un sujet particulier. Donc, il y a deux paramètres, il y a deux entités plutôt. C'est le diabète, une patiente diabétique qui a une grossesse. Oui. Voilà, ça c'est grossesse sur diabète. Il y a une deuxième entité qui est le diabète gestationnel. C'est une personne saine qui développe un diabète lors de sa grossesse. Donc pour la première entité, grossesse sur diabète, c'est une grossesse particulière. Donc là c'est le rôle du médecin traitant. Donc une femme diabétique, quand elle est déclarée diabétique, diagnostiquée diabétique, il y va de la responsabilité du médecin de l'éduquer. Donc ça fait partie de l'éducation thérapeutique diabétique. Donc si elle est célibataire, elle doit l'informer quand elle se marie, pour programmer avec l'aide d'un médecin gynécologue. C'est-à-dire qu'une grossesse devrait être programmée chez cette femme. Parce que ce sera peut-être une grossesse à risque, voire même à haut risque. Okay. Voilà. Donc, si une grossesse est désirée, elle sera programmée. Donc, pour le diabétologue, la glycémie, l'équilibre glycémique doit être optimal les 3 mois précédant la grossesse. Voilà. Les complications du diabète chronique, par exemple les complications rétiniennes, l'œil, elles doivent être contrôlées. S'il y a une complication rétinienne non contrôlée, ça contre-indique la survenue d'une grossesse. Donc c'est pour ça qu'il faut éduquer les patientes dans ce sens-là. Si elles désirent une grossesse, elle doit passer par le diabétologue qui doit réguler sa glycémie pendant les 3 mois qui précèdent la grossesse. Elle doit passer par un ophtalmologue pour voir s'il n'y a pas de complications visuelles. Elle doit faire un ECG pour voir s'il n'y a pas une coronaropathie. Donc, elle sera peut-être sujette à développer un infarctus ou bien une crise d'angine de poitrine. Voilà. Donc, c'est tout un programme. Oui, c'est tout un... Voilà. Après, si la grossesse survient, il y aura des traitements à abolir, carrément. Si la patiente est sous ADO, antidiabétique oraux, plus certaines thérapeutiques de prévention, par exemple, de prévention de la néphropathie diabétique, l'atteinte rénale du diabète, ils seront arrêtés. On passera peut-être à l'insuline. Donc ce sera des règles hygiéno-diététiques plus insulinothérapie probable. Voilà.
Pour la deuxième entité, diabète gestationnel, c'est une personne qui était saine et qui va développer un diabète au cours de sa grossesse. Ça arrive très souvent. Ces personnes-là, elles doivent être dépistées entre la 24e et la 28e semaine. Le dépistage se fait chez certaines personnes qui présentent des facteurs de risque, c'est-à-dire obésité, antécédents familiaux de diabète, notamment type 2, antécédents personnels de macrosomie, donc un bébé qui naît au-delà d'un certain poids, 4,5 kg. Donc ces personnes-là doivent être dépistées. Voilà. Très bien, je vous remercie infiniment. Pour ce qui concerne la ménopause, oui, effectivement, voilà, oui. il y a eu des études observationnelles là-dessus. On a remarqué que en cas de ménopause précoce, on a plus tendance à développer un diabète. Ok. Voilà. Si on a des signes accompagnateurs de ménopause exagérée, par exemple les bouffées de chaleur par exemple, si elles sont exagérées, on aura plus tendance à développer un diabète. Donc c'est un signe indicateur très important. Oui. Et on a remarqué que les femmes qui bénéficiaient d'un traitement hormonal substitutif développaient moins de diabète. Ah, oui. Donc la cause hormonale, elle y est pour beaucoup Voilà. Donc il y a une certaine protection hormonale jusqu'à ce que la ménopause s'installe. Très bien, donc voilà, ça c'est des précieux conseils qu'on ne trouve pas dans les médias spécialisés et surtout qui nous aident un petit peu à casser les idées reçues qu'on trouve dans certains blogs, des blogs pas très sérieux. Et sincèrement, d'autant plus qu'on a tendance à croire qu'à partir du moment où on diminue on fait des préventions, on diminue le sucre, on diminue ça, voilà, je fais attention à ça, on a tendance à faire de l'automédication. Donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment, parce que là, on en apprend beaucoup de choses avec vous, merci beaucoup. Donc là, je voudrais revenir à des questions que nos auditrices nous ont posées via notre page Facebook. Voilà, la première question, c'est je suis diabétique, quel sport vous me conseillez ? Donc, pour le sport, déjà on a parlé tout à l'heure d'activité physique. Donc c'est vrai que le sport est bénéfique, mais une simple activité physique déjà est conseillée. Donc j'ai dit tout à l'heure que les recommandations parlaient de 150 minutes par semaine de sport d'endurance associé à du renforcement musculaire. Cela prévenait l'insulinorésistance. Pour ce qui concerne le sport, on peut faire tout et n'importe quoi. Franchement, il n'y a pas de limite actuellement. Et même pour le diabète type 1, parce qu'il suffit d'être bien éduqué dans ce sens-là. Par exemple, si on présente une hypoglycémie inférieure à 0,7 g par litre, il est déconseillé de faire du sport. Oui. Voilà. Si la glycémie est supérieure à 1,8, ce sera limite aussi. Donc tous les sports sont permis, bien sûr, hormis les sports extrêmes. Donc, conduite automobile, parce que les sports extrêmes, etc. Déjà, ça sécrète beaucoup d'adrénaline, un petit peu trop de stress, donc on n'en a pas besoin, effectivement. Oui. Ce qui est plus bénéfique, c'est les sports doux. Voilà, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, les sports agressifs, les sports extrêmes, provoquent une décharge d'adrénaline, décharge de cortisol. Il y aura une élévation de la glycémie. Et ça, ce sera dangereux parce qu'il y aura aussi l'hypersudation qui va provoquer une déshydratation. Et la déshydratation chez le diabétique, elle est tout simplement dangereuse. Donc les sports doux sont plus conseillés. Donc marche, vélo, natation, etc. Natation, surtout la natation, puisque c'est un sport complet. Ça fait travailler le cardio et ça renforce les muscles. Très c'est un sport complet. Parfait. Donc je lui conseille tout simplement de faire la natation. Très bien. Surtout que c'est la période, en plus l'eau, le contact avec l'eau, il sécrète de l'endorphine. Exactement. Donc c'est vraiment parfait pour cette période. Alors la deuxième question, c'est je suis diabétique, mais je n'arrive pas à me passer du sucre. Pouvez-vous me donner des alternatives pour calmer mes envies ? C'est un problème. Ouais, ça c'est très problématique. Parce que le problème du diabète, c'est bien le sucre. C'est ça. Donc, comme on devient addict au sucre, il faudrait faire un sevrage progressif. Donc, on essaie de diminuer le sucre de façon vraiment progressive afin d'habituer le palais à moins de sucre, au goût plutôt amer. Donc, pour y remédier, pour ne plus mettre trop de sucre, par exemple, dans son café, on pourrait conseiller à cette personne de mettre des sucrètes, donc l'aspartame ou bien de la stevia, mais vraiment en quantité minime. C'est juste une période. Et sur une période, tout simplement, parce que, comme je disais tout à l'heure, la communauté scientifique
est divisé par rapport à ça. Est-ce que c'est inoffensif ou pas? Donc, certains disent que, par exemple, l'aspartame serait neurotoxique à partir d'un certain... Une certaine dose dans l'organisme. Voilà. Oui, donc, on essaie quand même d'éduquer les patients à se sevrer du goût sucré. Parce que le sucre, à titre d'exemple, pour ce qui est de l'aspartame, chez les personnes normales, même en prédiabète ou qui présentent un surpoids ou bien une obésité, les études ont démontré que consommer trop de produits light, donc riches en aspartame par exemple, ils avaient tendance à développer plus facilement diabète. Oui. Voyez. Parce qu'on est habitué au goût sucré, même si ça ne contient pas vraiment de sucre, le goût sucré y est. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ingère de l'aspartame, par exemple un soda light? Si on prend du soda light, il n'y aura pas d'hyperglycémie, mais il y aura une réponse insulinique. Donc il y aura de l'hyperinsulinie. L'insuline, c'est une hormone anabolisante. Il y aura du stockage. Donc elle va stocker. Donc stockage de graisse, surpoids plus obésité, c'est l'insulinorésistance. Et l'insulinorésistance, c'est le lit du diabète. Ouais. Donc ce qu'on peut lui conseiller, c'est vraiment d'y aller doucement. Voilà. Vraiment d'y aller doucement, et je pense qu'avec le temps, elle ne pourra que s'y habituer. J'espère. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc en fait, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Ça a été un échange très très enrichissant. Retrouvez le lien de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, et sur le site radio-m-6.net. À la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.